Votre choix de déclarer la guerre sociale à tout le pays est irresponsable. Les allocataires des minima sociaux, les chômeurs et aujourd'hui les fonctionnaires qui sont brutalisés. Les choses sont claires. Ce chemin de mise en cause des droits collectifs porte un double objectif. Diviser et diviser encore les Français en désignant des boucs émissaires, et cela pour éviter un vrai débat sur la justice fiscale qui mettrait à contribution les ultra-riches, qui voient sous votre règne leur patrimoine s'envoler. Nous comptons 10 milliards de plus avec vous, preuve que ce gouvernement fait le choix de taper fort les faibles, mais reste un océan de douceur pour les plus aisés. Et pour que la boucle soit bouclée, après avoir piétiné l'Assemblée nationale à coups de 49.3, voilà que le président de la République rêve de contourner le Parlement en refusant un vote sur votre plan d'austérité. Vous actez votre extrême bruyante solitude et désormais vous rêvez de faire sans le Parlement. En diminuant les moyens des collectivités locales, ce seront moins de services publics locaux. En supprimant près de 700 millions d'euros à l'éducation nationale, ce sont des milliers de postes d'enseignement, de remplacement ou des classes surchargées qui sont au rendez-vous. Avec 50 centimes de plus sur les médicaments, ce sont les malades que vous taxez. Pourtant, une autre option est possible, la création d'une contribution sur les plus hauts patrimoines, en même temps qu'on vous invite à renoncer à votre mauvaise idée de TVA sociale, la mal nommée tellement elle est injuste pour les Français les plus nomades. Monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous, acceptez le débat démocratique, que chacune et chacun assume ses positions ici dans l'hémicycle. Soyez convaincus que pour nous, l'urgence est de recoudre la République contre les libéraux qui divisent, contre l'extrême droite qui s'en nourrit. Et soyez convaincus que pour nous, l'urgence est de retrouver le chemin d'un pays apaisé et que sur ces objectifs, la gauche saura se rassembler pour vous censurer. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jumel. En réalité, il y avait peu de questions dans votre question. C'était avant tout, et vous en convenez, une déclamation. J'y réponds évidemment volontiers. Vous avez abordé une question qui est très importante pour nous, qui est évidemment celle du réarmement de nos services publics. Nous sommes toutes et tous attachés à nos services publics et nous avons la chance en France, et je veux les saluer, d'avoir des agents publics dans la santé, dans la police, dans les armées, dans la justice, dans l'enseignement et dans bien d'autres domaines qui sont aux côtés des Français pour les protéger. Et ce que nous avons eu à cœur de faire depuis 2017, monsieur le député Jumel, c'est bien de réarmer nos services publics. J'entends les débats et les critiques. C'est toujours légitime en démocratie et nous sommes là évidemment pour y répondre et pour en débattre. Mais monsieur le député Jumel, citez-moi une période où les services publics ont été autant renforcés que nous l'avons fait depuis 2017. Une période où le budget de l'éducation nationale a autant augmenté que ces 2 dernières années. Une période où le budget de la santé a autant augmenté que ces 7 dernières années. Nous avons renforcé et réarmé massivement le budget de nos services publics. Pourquoi ? Parce que c'est un trésor national et que nos Français sont heureux de pouvoir compter sur ces services publics. Nous l'avons fait, monsieur le député Jumel, sans augmenter les impôts, en permettant à l'activité économique de se développer dans notre pays. C'est parce que nous avons créé 2 400 000 emplois ces 7 dernières années, que le taux d'emploi est au plus haut depuis qu'il est mesuré, que nous avons bénéficié des recettes supplémentaires qui nous ont permis de réarmer ces services publics. Pas en créant des taxes supplémentaires, des impôts supplémentaires, pas en taxant systématiquement les Français, les entreprises, parce que ça, on a vu malheureusement par le passé, et les Français ont payé pour voir. Ça donne à la fin moins de recettes, parce que c'est moins d'activité économique, et c'est donc moins de moyens à investir dans les services publics. Donc nous ne dévierons pas de cette stratégie. Tout faire pour soutenir l'activité économique et l'emploi dans notre pays, c'est le plus sûr moyen de bénéficier de façon structurelle de moyens pour réinvestir nos services publics et notre modèle social. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Alain David pour le groupe. Votre ministre chargé de la fonction publique a lancé hier une concertation sur la réforme de la fonction publique. Les 8 syndicats représentatifs de la fonction publique ne sont pas particulièrement demandeurs d'une telle réforme qu'ils jugent dogmatique et éloignée des préoccupations des agents publics. Loin de laisser toute place à l'écoute des syndicats et à une véritable concertation, le ministre a court-circuité ce travail en déclarant d'emblée dans la presse
vouloir lever le tabou sur le licenciement des fonctionnaires. Cette façon de faire, déjà utilisée dans la précédente réforme que les syndicats continuent à dénoncer, s'est pourtant montrée très inefficace. Quelle méconnaissance des raisons profondes du statut de la fonction publique. La garantie d'emploi n'est que la juste contrepartie de salaires plus modestes. Elle permet d'éviter la concurrence salariale avec le privé, de conserver des compétences. Elle permet aussi de garantir la loyauté des agents publics, de prévenir les tentations de corruption, la pérennité du service public et l'idéal républicain. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que la concertation va être l'occasion d'une véritable négociation sur les conditions d'exercice et de rémunération des missions des fonctionnaires, qu'ils soient territoriaux, hospitaliers ou agents de l'État, ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle mascarade pour dégrader encore davantage les services publics, comme vous dégradez notre modèle social en vous acharnant contre les demandeurs d'emploi? Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain David. Je parlais à l'instant, en réponse au député Jumel, de notre attachement pour nos services publics, pour nos agents publics et pour les fonctionnaires. Et évidemment, dans cet objectif-là, nous voulons continuer à accompagner notre fonction publique, à la faire évoluer là où c'est nécessaire. J'ai eu l'occasion de le dire dans ma déclaration de politique générale. Je l'ai annoncé devant la représentation nationale dès ma déclaration de politique générale. Nous souhaitons effectivement une réforme dont le cœur sera de mieux tenir compte du travail, du mérite dans la rémunération et l'avancement de nos fonctionnaires. Je vais vous citer deux objectifs. Promouvoir les agents d'une valeur éprouvée, ayant le goût de l'initiative et le sens des responsabilités, d'une part. Attribuer une prime aux agents qui ont accompli une tâche particulière, d'autre part. Est-ce que vous êtes en désaccord avec ces deux objectifs? Bon, je ne sais pas si vous êtes en désaccord ou pas. En tout cas, ces deux objectifs, mot pour mot, c'est pas moi qui les exprime, c'est Maurice Thorez en 1946 à propos du statut de la fonction publique. Donc parler de mérite, parler de soutien aux responsabilités des agents publics, ça n'est évidemment pas faire insulte à la fonction publique. Au contraire, c'est reconnaître le travail, la créativité, le talent et la grande responsabilité de nos agents publics dont nous devons tenir compte sans cesse. Quand j'ai annoncé cette réforme à venir, j'ai bien dit qu'elle serait présentée après l'été. Fin de l'été ou début de l'automne. Précisément, monsieur le député, pour laisser tout le temps à la concertation. Et c'est ça qui a été lancé aujourd'hui par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Une concertation qui va durer de longs mois avec les organisations syndicales sur ce sujet de la fonction publique. Donc moi, je le dis ici, j'appelle chacun à se mettre autour de la table, à travailler, à tout mettre sur la table, dans un esprit constructif qui est en tout cas celui du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Allez-y, Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, après votre réponse, j'ai qu'une chose à vous dire. Arrêtez la casse de notre modèle social et de notre modèle républicain. Merci. Bravo. Je vous remercie. La parole est à Madame Laurence Maillard-Meignery. Il aura fallu attendre 6 mois pour que le président de la République signe une tribune appelant enfin au cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Il aura fallu pour ça des dizaines de milliers de morts et de nombreuses violations du droit. Vous entendiez raison. Quoi que ça ait pu nous coûter, mon groupe a tenu cette position dès le premier jour, sans rien céder à la pression. D'ailleurs, la semaine dernière, nous nous sommes adressés en ce sens au président de la République pour lui demander de faire cesser toutes les livraisons d'armes à destination d'Israël. Nous souhaitons ardemment que l'éclair de lucidité qui l'a conduit à appeler au cessez-le-feu se poursuive. La France doit aller jusqu'au bout en ne fournissant pas les moyens de sa réalisation. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à vous engager ici et maintenant devant la représentation nationale à faire cesser toute exportation d'armes françaises en direction d'Israël? Êtes-vous prêt à appeler l'ensemble des pays concernés à arrêter leur propre livraison d'armes à Israël? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mathieu. Avant de répondre à votre question, je veux rappeler
et je déplore et je regrette qu'il faille le faire à chaque fois en réponse aux questions de la France insoumise, que la situation dramatique que nous connaissons à Gaza fait suite à un attentat terroriste absolument ignoble, barbare, commis par le Hamas sur le sol israélien. À vous écouter dans vos interventions, ça serait une idée qui serait venue comme ça un matin de la part d'Israël d'intervenir à Gaza. Vous ne dites jamais un mot des victimes de l'attentat du Hamas. Vous ne parlez jamais de nos otages qui sont encore retenus aujourd'hui à Gaza. Les otages français sont au nombre de 3. Je regrette de devoir faire ce rappel à chaque fois que la France insoumise s'exprime sur ce sujet. Pour le reste, monsieur le député, je regrette que semaine après semaine, mois après mois, alors que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est exprimé systématiquement et répondu à vos interpellations, vous continuiez à relayer une fausse information. Le ministre des Armées a été extrêmement clair. D'abord, nos exportations en direction d'Israël sont très limitées. En 2022, c'est 0,2%. 0,2% de nos exportations, c'est 15 millions d'euros, premièrement. Deuxièmement, Sébastien Lecornu l'a dit aussi, nos exportations sont essentiellement des composants qui servent au système de défense israélien, à son dôme de fer pour protéger son sol, ou à des réexportations. C'est ça la réalité. Sébastien Lecornu l'a dit et l'a répété à de très nombreuses reprises. Enfin, et je veux le dire ici aussi, la France a été le pays qui, le plus tôt, a appelé à mettre fin à la spirale de la violence à Gaza par la voix du président de la République. Ça lui a été reproché d'ailleurs à l'époque. La France est le pays d'Europe qui, le plus tôt, a pris des initiatives au Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau européen, dans le dialogue que nous avons avec Israël et avec l'ensemble des pays de la zone. Mais ça, vous êtes incapables de le reconnaître parce que la réalité, c'est que vous n'êtes guidés par rien d'autre que par votre idéologie et par, finalement, une volonté que vous avez en permanence d'abaisser la France et d'abaisser l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Monsieur le député. Et merci, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, je crois que c'est vous qui abaissez la France et qui faites preuve d'une très grande indignité, alors que vous instrumentalisez ce drame, cette catastrophe, pour des raisons de politique intérieure. On ne résout pas, on ne venge pas un crime par un autre crime. Le génocide à Gaza ne ramènera pas les otages. Le génocide à Gaza ne ramènera pas les victimes du 7 octobre. Comprenez ça un moment. Intégrez-le un moment. Faites l'honneur de la France. Allez jusqu'au bout de cette conviction. Un simple communiqué de presse ne suffira pas. Monsieur le Premier ministre, allons-y. Que faisons-nous là? Je vous remercie. Monsieur Delogu, s'il vous plaît. Je voudrais évoquer et vous interroger sur l'assurance chômage et le marché du travail, notamment suite à l'échec du pacte de la vie au travail cette nuit et à la déception des partenaires sociaux. Monsieur le Premier ministre, je pense qu'il y a un constat d'une fatigue par rapport à ces sujets, fatigue par les réformes successives de l'assurance chômage sans qu'elles soient réellement évaluées, fatigue par rapport à des lettres de cadrage toujours plus altérantes pour le paritarisme, fatigue par rapport à des ordres du jour cumulatifs et successifs et la cacophonie qui en résulte. Monsieur le Premier ministre, on y perd le sens de l'assurance chômage. Et j'en viens à poser la question, est-ce que l'assurance chômage en France est un droit social, le cas échéant assuré par l'État, ou est-ce que c'est une assurance au bénéfice des demandeurs d'emploi dans le cadre d'un retour espéré à l'emploi? J'aurais plusieurs questions, Monsieur le Premier ministre. La première, c'est la finalité réelle de la réforme que vous avez annoncée depuis plusieurs semaines. Est-ce un objectif comptable de faire des économies? Si tel est le cas, encore faut-il l'assumer? Ou est-ce, Monsieur le Premier ministre, la remise à l'emploi des demandeurs d'emploi? Si tel est le cas, est-ce réellement efficace, Monsieur le Premier ministre? Qu'envisagez-vous comme mesure d'accompagnement individuel des demandeurs d'emploi en termes de parcours d'insertion, en termes de formation, en termes de suivi? Parce qu'on sait très bien que le retour à l'emploi est compliqué. Autre question, Monsieur le Premier ministre, par rapport à cet objectif du plein emploi. Est-ce que l'assurance chômage, au fond, est pour vous un outil de la politique de l'emploi par rapport à cet objectif, ou est-ce que ça doit être simplement un mécanisme de réassurance sociale pour celles et ceux qui ont perdu leur emploi? Deux dernières questions, Monsieur le Premier ministre. Très simplement par rapport à l'UNEDIC. Est-ce que le gouvernement
a l'intention de faire les poches de l'UNEDIC pour boucler ses fins de mois? Dernière question, Monsieur le Premier ministre, par rapport à la question de l'emploi des seniors. Il y a eu effectivement l'échec cette nuit de la discussion par rapport aux partenaires sociaux. Désormais, face à ce sujet majeur et crucial, est-ce que le gouvernement va prendre la question à bras-le-corps et venir devant l'Assemblée nationale avec un projet de loi pour assumer ses responsabilités sur cette question? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Viry, beaucoup de questions dans votre question, mais à travers ces questions, je vois l'attachement qui est le vôtre à l'insertion dans l'emploi, à la bonne formation de nos concitoyens et au meilleur accompagnement possible sur le chemin de l'emploi. Ça passe par un certain nombre d'enjeux et je sais que vous y êtes attaché, que vous y avez beaucoup travaillé, notamment sur l'organisation du travail, du temps de travail, qui sont évidemment des enjeux absolument majeurs. Pour répondre très concrètement à vos questions, d'abord sur la première question, j'ai annoncé le principe de cette réforme de l'assurance chômage ici même dans ma déclaration de politique générale au mois de janvier dernier, bien avant que l'INSEE nous alerte sur le dérapage du déficit public de l'année 2023 et sur le fait que nous devions prendre des mesures correctrices. Donc la réforme de l'assurance chômage, je l'ai annoncé bien avant les mesures correctrices que nous avons dû prendre sur les questions budgétaires. Tout simplement parce que cette réforme d'assurance chômage, ce n'est pas une réforme d'économie, c'est une réforme d'activité et de prospérité. Notre objectif, c'est d'atteindre le plein emploi. D'abord parce que le plein emploi, c'est ce qui nous permettra de financer pleinement nos services publics et notre modèle social. C'est la vraie différence que nous avons avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Nous, on considère que c'est par le travail et l'activité économique qu'on peut financer nos services publics et le modèle social, pas à travers des taxes supplémentaires et des allocations. C'est ça la réalité, première chose. Deuxième chose, si on peut arrêter vraiment de m'interrompre. Deuxième chose, monsieur le député, sur la deuxième question que vous avez évoquée, est-ce que je considère que la réforme de l'assurance chômage est le seul moyen d'atteindre le plein emploi? La réponse est évidemment non. Il y a beaucoup d'enjeux. Et j'ai abordé aussi tous ces enjeux-là. Les conditions de travail, la qualité du travail, c'est un enjeu majeur. Et j'ai annoncé moi-même que nous engagions des travaux supplémentaires sur les conditions de travail, sur la lutte contre les accidents du travail, sur la question de l'organisation du travail, la semaine en 4 jours, la semaine différenciée pour les familles monoparentales ou les familles divorcées, le compte épargne-temps universel, sur ces transformations de l'organisation du travail. Évidemment que c'est un enjeu d'attractivité. La rémunération est aussi un enjeu majeur. D'où le chantier de la désmicardisation que j'ai annoncé ici. On va revoir notre système d'allègement de cotisation dans le prochain budget pour que les employeurs ne soient plus désincités comme ils le sont aujourd'hui à augmenter leurs salariés, parce que pour augmenter un salarié au SMIC de 100 €, ça coûte 430 € à l'employeur. Il faut sortir de cette situation pour qu'ils aient davantage intérêt à augmenter les salariés. Ça rendra les métiers plus attractifs aussi. Les questions de mobilité et de formation sont centrales également. Et donc pour répondre à votre question, oui, on va continuer à renforcer les moyens. Je note que les moyens de Pôle emploi et de France Travail ont sensiblement augmenté ces dernières années, alors que le taux de chômage a baissé. On donne plus de subventions et plus de moyens à Pôle emploi, à France Travail, avec moins de chômage qu'à l'époque où il y en avait plus. Donc c'est bien qu'on renforce l'accompagnement. Et enfin, oui, ça passe aussi par un modèle social qui incite davantage à l'activité. Et je suis convaincu qu'on peut se retrouver très largement sur ce point et sur cet objectif. J'ai noté que M. Ciotti, dans une interview récente, appelait lui-même de ses voeux à une réforme nouvelle de l'assurance chômage. Ce qui est certain, c'est que après que j'ai annoncé cette réforme, on a constaté une nouvelle chose. Extrême droite, extrême gauche, même combat. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, sur le social, sur l'économie, c'est un seul et même parti, celui de l'inactivité. Le fait qu'on ait encore 7,5% de chômage en France et que toutes les entreprises cherchent à recruter, c'est pas un problème pour Madame Le Pen et pour Monsieur Mélenchon. Le fait qu'on ait encore des Français qui cherchent du travail alors qu'il y a de l'emploi qui est proposé partout sur le territoire, c'est pas un problème. Le fait qu'il y ait des Français qui restent 7 ou 10 ans au RSA, c'est pas un problème pour Madame Le Pen et pour Monsieur Mélenchon. Quand on propose une réforme pour dire il y a 15 heures d'activité en face du RSA, le Rassemblement national, la France insoumise vote contre. Quand on propose une réforme de l'assurance chômage pour inciter davantage au travail, le Rassemblement national, la France insoumise vote contre. Nous assumons de soutenir le travail et l'incitation à l'activité dans notre pays.